11. Bonjour à tous. Donc, très heureuse de vous retrouver pour ce cycle de conférences de l'année universitaire 2025-2026 consacré aux troubles addictifs. Donc, je suis très heureuse d'accueillir le docteur Sarah Koskas, qui est psychiatre addictologue au centre hospitalier Paul Brousse à Villejuif et qui va nous parler aujourd'hui des spécificités de la prise en charge, du repérage des troubles addictifs chez les femmes enceintes et puis aussi après l'accouchement, donc spécificités liées à la périnatalité. Donc c'est la première conférence de l'année. Je vous parlerai du programme à venir tout à l'heure. Donc merci beaucoup Sarah et puis on pourra te poser des questions à l'issue de ton intervention. Vous m'entendez plus? Ça Si, si, on marche? t'entend. Ah, ok, ok. Parce que je t'entendais plus. Ok, très bien. Bon, bah, je peux commencer? On y va. Alors, donc, moi, je suis le docteur Sarah Kostia, donc je suis psychiatre addictologue PH à l'hôpital Paul Brousse, où je suis responsable d'une unité d'hospitalisation. Depuis, j'ai édité vers les femmes, et en particulier, du coup, en période de périnatalité. J'ai mis en place un groupe de parole pour les femmes addictes au sein du service. Et j'ai proposé à la maternité dont nous dépendons et qui fait partie du même groupe hospitalier au sein de la PHP à Paris, donc et la maternité de Bicêtre, de proposer une consultation au sein de la maternité. Il y a un peu plus de 15 ans, je me suis intéressée à ce sujet-là. Il y avait déjà beaucoup de gens qui s'intéressaient, mais pas autant que maintenant, aux femmes et aux addictions. Il y avait un DU grossesse et addiction qui a été créé par le professeur Claude Lejeune, qui est un pédiatre de réa néonate qui est actuellement à la retraite, qui a créé cette association national qui s'appelle le GEGA. Et donc, il a mis en place d'ouvrir un peu la formation et l'image que l'on peut avoir sur les femmes enceintes qui ont des problèmes d'addiction. Et donc, désormais, je dirige ce DU et je suis vice-présidente du GEGA. Si vous vous intéressez particulièrement un peu plus que ce séminaire sur périnatalité et addiction, je vous invite à vous inscrire au DU, même si cette année, les inscriptions sont closes puisqu'il n'y a plus de place, mais pour l'année prochaine, éventuellement. Voilà, donc grossesse et addiction, on peut peut-être se demander en voyant ce titre que c'est peut-être une association qui est pas vraiment adaptée dans le sens où la grossesse, c'est quelque chose qui est vu comme un état assez noble, un état de pureté, de propreté, enfin voilà, de beau. Et l'addiction est souvent vue comme quelque chose de sale, quelque chose qui est voilà, la maladie et souvent une représentation, en tout cas par la société. Même si au sein des facultés, au sein du domaine médical, au sein des soignants, désormais, on commence à plus accepter l'idée, en tout cas à comprendre que l'addiction est une maladie. Ces deux pathologies, enfin ces deux situations semblent pas vraiment en lien parce que la grossesse n'est pas une pathologie. Euh, en tout cas, par rapport aux femmes, les addictions ont un peu été étudiées jusqu'au milieu du XXe siècle. Auparavant, on considérait que les femmes étaient non consommatrices, ou en tout cas n'étaient pas nécessitaient pas une étude particulière, en tout cas une attention particulière. Et c'est plus dans les années 50 que apparaissent des femmes avec des cigarettes et qui vont imiter le tabagisme masculin et comme un symbole un peu d'émancipation. Quand on fait comme les hommes, c'est qu'on est émancipé à l'époque. Et donc, on commence à s'interroger sur cette consommation. Et puis après, il y a eu le mouvement des années 70 où les consommations féminines étaient plus marginales. Et là, on voit plus la consommation comme pas peut-être une émancipation, mais en tout cas comme un mouvement de révolte ou de s'assumer en tant que femme. Et c'est que à partir des années 2000 qu'on a vraiment étudié les addictions en termes de genre, en tout cas particulièrement en France, mais dans le monde entier. Et on se rend compte que ces consommations des femmes
sont énormément influencées par la culture du pays, la place de la femme dans la société. Et donc, du coup, les femmes vont s'autoriser ou pas de consommer dans ce cadre-là. En tout cas, ce qu'on constate de manière globale, que les femmes sont moins consommatrices que les hommes dans toutes les données de baromètre de santé, ou en tout cas, elles apparaissent toujours sous-consommatrices par rapport aux hommes, même si ça commence à être de moins en moins important cet écart homme-femme, sauf pour les consommations de psychotropes, qui sont des consommations particulièrement féminines voilà, donc elles sont moins nombreuses, mais elles sont victimes de beaucoup plus de représentations extrêmement négatives de cette consommation de substances. Et donc elles ont beaucoup plus de mal à consulter. Ça devient un sujet encore plus tabou que les addictions chez les hommes, et puis les addictions restent un sujet tabou en général. Et donc du coup, elles sont soit ignorées, soit à l'inverse, chez les plus jeunes, complètement banalisées, voire encouragées comme une obligation de consommer. Et donc, quand elles commencent à avoir un problème avec l'addiction, et encore plus lorsqu'elles sont enceintes, elles vont être très largement stigmatisées. D'où ça, enfin, tout cela engendre un vrai retard d'accès aux soins et qui est un vrai problème pour nos patientes. Donc les femmes, je vous disais, sont moins consommatrices, et elles ont aussi une sorte de vulnérabilité. On observe, en tout cas physiologiquement et particulièrement pour plein de raisons. On peut voir à chaque fois qu'il y a des séminaires, des réflexions autour de la santé des femmes, on voit qu'il y a une vulnérabilité pour certains points, alors soit sur les maladies métaboliques, maladies inflammatoires, sur certains cancers, et aussi sur, par exemple, l'addiction à l'alcool. Donc, il y a une vraie vulnérabilité. On constate aussi que dans les situations de femmes et d'addiction, il y a plus de violences qui sont subies, avec notamment des violences sexuelles. Elles sont plus victimes qu'agresseurs. Et on retrouve plus de traumatisme dans l'enfance. Ensuite, les comorbidités psychiatriques sont très, très fréquentes en termes d'addictologie. Mais chez les femmes, elles sont encore plus fréquentes. C'est-à-dire qu'on retrouve plus fréquemment un trouble psychiatrique précédant la maladie addictive. Elles sont plus souvent en situation de précarité, et encore plus lorsqu'elles sont enceintes et addictes. Le contexte social va énormément jouer, et elles ont du mal à entrer dans les programmes de soins. Elles ont peur des contraintes juridiques, elles ont peur d'être stigmatisées, elles ont peur de perdre notamment la garde de leur enfant. Et donc, du coup, elles ne vont pas consulter. On est en train d'essayer de changer un peu cette vision des choses en offrant une offre de soins ciblée, enfin en proposant une offre de soins ciblée pour les femmes, ce qui les aide à beaucoup moins culpabiliser. Donc, juste un petit exemple sur l'alcool chez les femmes pour vous parler de cette vulnérabilité, de cette différence de genre. En termes de métabolisme, on constate que si on donne une même quantité d'alcool à un homme ou une femme, eh ben, l'alcoolémie chez la femme sera, alors, homme-femme du même poids, hein, l'alcoolémie chez la femme sera plus élevée pour plein de raisons, notamment en termes de concentration d'eau dans le corps, de digestion, d'élimination, de phénomènes hormonaux. Malheureusement, l'alcoolémie sera plus élevée. C'est pour ça qu'au départ, les femmes supportent moins bien l'alcool au premier verre que les hommes, et puis elles finissent par être addictes comme eux lorsqu'elles répètent les consommations. Et malheureusement, ces dommages vont arriver aussi plus fréquemment, enfin plus de manière plus importante et plus rapidement. C'est pour ça qu'il faut plus vite s'inquiéter, notamment sur l'état du foie chez la femme. La cirrhose va arriver plus rapidement. Les troubles cognitifs aussi sont plus rapides, plus importants, avec beaucoup plus de décès de cirrhose, et avec une corrélation au cancer, notamment au cancer du sein, qu'il faut pas oublier sur le risque alcool. Donc, une vraie vulnérabilité, avec des effets recherchés qui sont aussi différents chez les femmes. Les femmes vont, dans un premier temps, avoir plus peur de prendre les produits de manière générale, ont plus de crainte sur l'effet des produits, et puis elles vont ensuite
être plus actives lorsqu'elles vont avoir une consommation problématique. Chez les jeunes filles, on va souvent retrouver une recherche d'effets pour avoir un effet désinhibiteur, euphorisant, festif, qui va peut-être un peu plus ressembler ce côté festif à une consommation masculine chez les jeunes filles. Et alors que plus tard, elles vont avoir une recherche d'effets plutôt autothérapeutiques, anxiolytiques, et ne vont souvent dire, j'aime pas le goût de l'alcool, mais je cherche l'effet. Et c'est pour ça qu'elles vont plus souvent utiliser des alcools, des alcools plus forts avec un effet plus rapide. Elles vont boire plus rapidement. Donc, auparavant, c'était plutôt valorisé de consommer l'alcool et avec des publicités qu'on ne verrait plus aujourd'hui. Donc, revenons du coup au sujet un peu pour lequel on m'a demandé d'intervenir. D'ailleurs, j'en profite pour remercier à nouveau docteur professeur Brenek pour cette invitation. Donc la périnatalité et addiction, c'est comme je vous disais un contexte un peu particulier où on a un peu du mal à s'imaginer avoir des patientes ayant ces troubles-là au moment de la grossesse, parce que la grossesse reste quand même une sorte de bulle, une protectrice, alors que il y a encore des patients, bien évidemment, qui, une fois enceintes, ben, sont toujours addicts. La maladie ne s'arrête pas à la porte de la maternité. Dans le monde idéal, il serait bien qu'elles soient considérées comme des grossesses à risque. Alors, en périnatalité, ce terme grossesse à risque considère ces grossesses comme un peu VIP avec une prise en charge particulière, beaucoup plus de rendez-vous, ce qui n'est pas vraiment le cas chez ces patientes-là. Et la particularité aussi, c'est qu'elles sont souvent de découverte assez tardive. Ces patientes ont tendance à se penser souvent euh, stériles parce qu'il y a eu beaucoup d'occasions pour être enceinte, elles ne l'ont pas été. Et donc, du coup, elles font un peu moins attention à leur cycle, à leur corps, et donc vont avoir souvent une découverte assez tardive. Dans leurs antécédents, on retrouve plus fréquemment des fausses couches et puis des grossesses qui se sont souvent écourtées. Souvent, cette grossesse est très mal suivie, voire pas du tout. Parfois, elles arrivent uniquement en fin de grossesse. Et elles sont victimes aussi de nombreux préjugés, comme elles ont aussi elles-mêmes beaucoup de préjugés sur les soignants. Donc, l'idée, c'est vraiment de favoriser l'accès aux soins et avoir à l'esprit qu'une patiente consommatrice de substances pendant la grossesse est souvent polyconsommatrice. Et donc, souvent, elles mettent en avant un produit particulier, mais elles consomment souvent plein d'autres produits. Donc, il y a un vrai manque de confiance soignant-soigné sur lequel il faut absolument travailler. C'est ce qu'on fait déjà aujourd'hui, sur travailler sur cette image qu'on peut avoir de ces patientes pour aider les patientes à accéder aux soins. Parce que, en général, il peut y avoir certains soignants qui se disent, moi, j'ai du mal avec ce type de patiente, j'ai du mal à aller vers ce patient, j'ai du mal, il y a une sorte de jugement. Mais en général, on a rarement un jugement vis-à-vis du bébé. Sauf que quand elle est enceinte, la seule manière d'aider le bébé, c'est d'aider cette maman. Et donc, c'est par ce biais-là que parfois, on essaye au maximum de favoriser cet accès aux soins. Donc, je vous disais, le monde des addictions, donc en général, les femmes sont moins consommatrices, mais elles le sont quand même, bien sûr, avec des femmes qui sont plus vulnérables. Donc, pour certains soignants, c'est même inenvisageable. D'ailleurs, l'enquête périnatale 2016 rapporte que les soignants n'abordent pas systématiquement la question de l'alcool et du tabac en périnatalité, en tout cas au moment de la grossesse, et plus de la moitié des fumeuses disent n'avoir reçu aucun conseil. C'est-à-dire qu'on repère un petit peu plus le tabac que l'alcool, et quand on le repère, eh ben on propose pas forcément quelque chose derrière. Comme si que l'addiction faisait pas partie du monde de la maternité. Du coup, les patientes le sentent en arrivant à la maternité et se disent l'addiction ne fait pas partie de leur monde, la consommation ça va pas leur parler, donc vaut mieux que je ne leur en parle pas. Et donc elles se rendent bien compte à qui elles vont pouvoir dire les choses. Du coup, la rencontre est assez délicate. Alors moi aussi j'ai un peu découvert aussi en m'intéressant à ce domaine-là que la maternité avait aussi ses codes et que bah, la maternité c'est un temps très court alors que c'est vrai qu'en addictologie on a tendance à suivre les patients parfois pendant de nombreuses années. La maternité c'est quelques mois. Souvent en plus dans les hôpitaux de maternité de niveau 3 on va suivre en fin de grossesse, donc c'est un temps extrêmement court. Il faut être réactif, disponible, parfois des situations souvent d'urgence.
euh, sur lequel on n'a pas l'habitude de travailler en addictologie. On est souvent sur un temps long avec une demande du patient, où on attend que le patient soit demandeur de soins. Et puis l'autre particularité, comme je vous disais, c'est que la grossesse est quand même un moment de bonheur absolu où en général c'est le seul le service de l'hôpital qui a été rénové avec des couleurs assez pastel, accueillant, tout le monde est assez souriant, les gens en salle d'attente sont impatientes, les personnes sont impatientes d'avoir leur rendez-vous. Et du coup, les patientes addictes qui arrivent avec tous leurs problèmes, leurs addictions et toute leur situation sociale qui peut être assez complexe, parfois elles sont même pas désireuses de cet enfant, elles savent pas forcément qui est le père, elles sont souvent, elles savent pas où elles vont dormir ce soir. Elles se disent, mais qu'est-ce que je fais là? Je ne me sens pas à l'aise dans ce service et je ne pourrais pas y trouver un réconfort. C'est pour ça que cette relation de confiance pour instaurer le dialogue nécessite vraiment un temps où le professionnel doit proposer une approche qui est assez à l'aise. Et pour soi, bon, quand je parle de... Alors, je pense qu'on est plus sur des professionnels qui travaillent en psychiatrie ou en addictologie, je pense, dans aujourd'hui. Mais quand je parle à des professionnels du domaine de la périnatalité, c'est vrai que le temps est assez rapide parce qu'il y a beaucoup de choses à demander en maternité et n'ont pas forcément la question systématique de l'addiction et vont poser la question plus en fonction de certains contextes sociaux ou si elle a la tête de l'emploi. Et donc, ce qui est essentiel, c'est d'y penser systématiquement et ne pas uniquement poser la question des addictions juste parce que c'est pas son style, donc j'ai pas posé la question et puis de toute façon elle fait pas partie de ce monde, donc c'est pas la peine. On sait bien sûr que tous les niveaux sociaux sont touchés. Euh, Ne pas bien sûr essayer de faire avouer, mais de poser les questions de manière ouverte, bienveillante, en montrant à l'interlocuteur qu'on a le temps d'entendre la réponse, voire même d'entendre un oui, d'entendre beaucoup, pour que ça puisse être dit. En général, il vaut mieux poser la question quand on sait aussi où orienter ses patientes. Sinon, on pose pas la question parce que on se dit j'espère qu'elle va pas me dire oui. Donc c'est vrai que c'est important lorsqu'on travaille dans le domaine de la périnatalité d'avoir un certain réseau autour de soi pour savoir orienter un peu les patients au moment où on peut avoir repéré une consommation. Donc, il faut vraiment favoriser l'accès aux soins pour ces femmes, accompagner en situation. Et puis surtout, quand on est addictologue, lorsqu'on travaille en addictologie, pas forcément en périnatalité, interroger nos patientes en âge de procréer si elles ont un désir d'enfant ou si elles ont un moyen de contraception. Déjà, ça les humanise, ça leur fait beaucoup de bien qu'on leur pose ces questions. Mais surtout, ça permet aussi surtout d'anticiper les choses. Puis on est parfois très étonné dans des patients qui consomment énormément et qui sont en pleine action pour euh, avoir arrêté la pilule depuis plusieurs mois et essayer d'avoir un enfant alors qu'elles sont vraiment dans une addiction très active. Très important d'anticiper un peu les choses, puisqu'on sait aussi que les grossesses non désirées peuvent être de très mauvais pronostics sur le lien mère-enfant et essayer d'anticiper au mieux. Au sein de la maternité, donc moi je dépends quand je consulte à la maternité de l'équipe de liaison d'addictologie, donc l'ELSA, c'est important de savoir se faire connaître. Ça aussi c'est extrêmement important lorsqu'on va intervenir dans un autre service. Il y a des codes aussi, il y a des choses comme ça il faut savoir. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de turnover, et donc c'est extrêmement important d'anticiper cela, de réfléchir à une offre de soins adaptée à la structure de sensibiliser le personnel qui y travaille pour qu'il puisse vous orienter les patientes et puis aussi être disponible pour ne pas prendre la place de quelqu'un d'autre non plus. C'est-à-dire que parfois dans des structures, il peut manquer de psychiatres et pas d'addictologues ou l'inverse. Et on peut nous demander de faire de voir des patientes qui sont pas forcément indiquées aussi. Donc c'est important voilà de bien tracer notre offre de soins au sein de la maternité. En tout cas, ce qui a été mis en évidence, notamment vis-à-vis du VEGA,
c'est de proposer une offre soins au sein de la maternité et ne pas orienter en addictologie ces patientes enceintes, parce qu'on sait que ça va être extrêmement difficile donc pour elles de consulter. Mais au sein de la maternité, c'est plus facile. C'est-à-dire que si on a le bureau à côté de la sage-femme, à côté du pédopsie, à côté, voilà, dans des bureaux qu'elles connaissent, hein, enfin une structure qu'elles connaissent, c'est beaucoup plus facile pour elles, en tout cas, d'aller avoir le premier rendez-vous. Parce qu'en fait, ce qu'elles ont extrêmement peur, comme beaucoup de patients addicts, mais encore plus dans cette situation de périnatalité, c'est qu'on leur dise qu'il faut arrêter tout de suite maintenant, que c'est voilà, à partir du moment où je vois ce professionnel, je vais devoir arrêter. Donc c'est extrêmement difficile pour elles de dire les choses. Donc vraiment anticiper les choses et travailler en équipe au sein de la maternité. Donc là, juste un schéma qui a été rédigé par une équipe de Montpellier qui est très active au sein du GEGA, avec notamment Corinne Chanal, qui est la présidente du GEGA. Un tableau qui récapitule un peu en gros les effets des produits. Alors, on sait qu'en périnatalité, il y a les effets qu'on redoute le plus, bien sûr, c'est les effets malformatifs. On constate finalement qu'il n'y a pas beaucoup de substances qui ont un effet tératogène. C'est vraiment l'alcool qui est la substance la plus dangereuse pendant la grossesse et que cette problématique ne va pas concerner uniquement les femmes addictes, mais toutes les femmes, puisque même celles qui consomment de temps en temps, au moment où elles sont enceintes, eh ben, on ne connaît pas de dose qui n'est pas toxique. Et puis donc un effet tératogène, on va craindre un effet sur la grossesse. Donc ça, c'est les effets qui vont plus être redoutés par les gynécologues, tout ce qui va influer bien sûr sur les fausses couches, mais aussi sur les hématomes rétroplacentaires, les menaces d'accouchement prématuré, tout ce qui va influer la grossesse en elle-même, le déroulé de cette grossesse, et puis ce qui va intéresser plus les pédiatres, les effets sur les enfants qui vont être soit pendant la grossesse, soit en postpartum avec les signes de sevrage qui concernent un peu principalement les opiacés par rapport à ça. Donc sur cette dynamique-là, on va on connaît hein, les grandes lignes des produits et il faudra dans ces situations-là peut-être agir beaucoup plus rapidement, on va dire si c'est un problème d'alcool que si c'est un problème de tabac cannabis, même s'il faut bien sûr proposer des soins, mais il faut savoir un peu hiérarchiser un peu les choses par rapport à la gravité de la situation et proposer une offre de soins adéquate. Il y a des grossesses qui vont être considérées plus à haut risque. Alors, on a vu que toutes ces grossesses devaient être considérées à risque, considérées à risque, donc il y a plus de rendez-vous, plus d'échographie. Mais les grossesses à haut risque, c'est les consommations d'alcool qui vont être répétées et supérieures à 4 verres par occasion, ou un trouble de l'usage, comme on peut connaître en addictologie en général, mais un trouble de l'usage de l'alcool avec des consommations quotidiennes. Et les situations avec les problèmes d'opioïdes. Alors, on a de plus en plus en situation de périnatalité des problèmes avec les antidouleurs, hein, parce que les maladies chroniques douloureuses peuvent être souvent touchées sur les femmes, et donc du coup, elles ont cette maladie chronique et elles sont enceintes. Et elles se retrouvent à avoir des consommations importantes d'antidouleurs. Et donc, on va devoir prendre en compte cette problématique des opioïdes. Bien sûr, les prises de cocaïne, on voit avec l'explosion des consommations de cocaïne bah, que, en périnatalité, on n'est pas du tout épargné, avec notamment des consommations de crack qui vont fortement influer sur la durée de la grossesse et le déroulé de la grossesse. Le cannabis, bien sûr, c'est plutôt au cas par cas, comme je vous ai dit, ça va être moins un risque fort pour la grossesse ou pour l'enfant, ça va être quelque chose sur lequel il va falloir. La particularité du cannabis, c'est que c'est extrêmement fréquent. Donc c'est surtout ça qui fait qu'il faut quand même s'y intéresser. Mais il va souvent être caché cette consommation. Et donc, il va falloir le repérer, mais on est moins dans un contexte à haut risque. C'est plus les complications psychiatriques et sociales qui vont influer sur cette prise en charge. Et bien sûr, bon, quand elles sont polyconsommatrices, on va bien sûr s'en inquiéter plus. Le sevrage, bien évidemment, il va être favorisé, peut-être plus encouragé qu'un autre patient. On va plus facilement proposer une consultation, on va plus
inciter une consultation. Moi, ça m'arrive parfois pour des patientes qui peuvent être réticentes à me rencontrer, de proposer des consultations conjointes avec la sage-femme, avec le pédopsychiatre. Si elles veulent plus voir le pédopsychiatre, ben, je vais être là aussi. Si elles veulent plus voir la sage-femme, je vais être là aussi. Et donc, du coup, pour dédramatiser, comme je vous dis, euh, euh, plus mettre un visage sur cette personne qui va me dire d'arrêter pour pouvoir finalement déculpabiliser et l'aider à entrer dans les soins. C'est vrai que quand on va prescrire des traitements, on va plus être dans le si besoin que dans le systématique. Et on va forcément avoir besoin de réassurer ces patientes. Bon, ça je vais passer parce que je vais plus détailler par la suite. Et donc du coup, le sevrage va être un peu plus encouragé. Après, on peut se poser la question de quand hospitaliser ces patientes. Alors, comme je vous disais, l'alcool reste la substance la plus dangereuse, donc c'est vrai qu'on va parfois inciter les patientes à proposer à un arrêt assez brutal et assez rapide avec un sevrage qui va plutôt être hospitalisé pour prévenir les risques de menaces d'accouchement et plus enclencher de manière très objective un sevrage en alcool. Les troubles à l'usage des benzos, plus comme les patients non enceintes, hein, on va hospitaliser uniquement si c'est compliqué, mais on va prendre son temps. La mise en place des traitements de substitution peut être aussi un peu délicate en ambulatoire. Et puis s'il y a des comorbidités psychiatrique et polyconsommation. Ça, c'est un peu valable pour tous les patients addicts. On va préférer hospitaliser. Et la question du crack, bah oui, on aimerait bien les hospitaliser, mais elles restent pas toujours longtemps à l'hôpital. Alors après, on va choisir en fonction de ses possibilités, de son secteur, en addictologie ou en maternité. C'est vrai que pendant la grossesse, on va préférer les hospitalisations le plus vite possible lorsqu'on peut en maternité, mais c'est pas toujours possible, c'est pas toujours disponible parce que de toute façon en maternité, il y a vraiment un cadre très différent qu'en addictologie où elles peuvent pas être voilà, elles peuvent pas voir forcément quelqu'un tous les jours pour parler de leur consommation. Donc on va plutôt hospitaliser préférentiellement en addictologie mais plutôt en début de grossesse parce que c'est pas évident non plus, on n'est pas gynéco ni sage-femme, parce que moi j'ai pas de sage-femme au sein de l'addicto. Euh, et donc, du coup, ça permet pour ces patientes d'avoir une prise en charge adéquate. Après, certaines le vivent un peu mal parce que elles ont peur d'être stigmatisées, mais en général, les autres patients addicts prennent beaucoup soin de ces patientes et elles sont souvent très, très bien accueillies. Et l'idéal, bien sûr, c'est de continuer après l'accouchement en unité mère-enfant. Donc il y a une vraie, comme je vous disais, des vraies idées reçues soignant-soigné, ou qui est un gros frein et qui peut, sur lequel il faut absolument travailler en équipe lorsqu'on travaille dans le domaine de la périnatalité. Il y a beaucoup de soignants qui disent, bah moi j'ai arrêté, pourquoi elle n'arrêterait pas moi aussi quand j'étais enceinte j'ai arrêté, pourquoi elle n'arrêterait pas de fumer, pourquoi, enfin c'est simple quoi, il suffit d'arrêter. Puis la patiente qui pense aussi, bah, je suis enceinte, donc je vais tout arrêter, même mes traitements, même tout, ou au contraire en amont, dire, mais quand je serai enceinte, c'est sûr, j'arrêterai tout, ou alors j'arrêterai pour l'allaitement. Donc ces idées reçues qui peuvent du coup être des freins à une réussite dans les soins. Des soignants qui se disent, bon, bah, vu qu'elle consomme, ce sera forcément une mauvaise mère. Et à l'inverse, des patients qui disent, mais en fait, cet enfant va me sauver la vie, va sauver de mon addiction. Donc, tout ira mieux quand j'aurai un enfant. Du coup, il faut pas que je parle de cette addiction parce que les institutions vont me séparer de cet enfant. Donc, c'est très, très important de pouvoir qu'elles puissent avoir un lieu où elles peuvent dire ce qu'elles pensent par rapport à ça. Et donc, les soignants qui vont parfois avoir du mal à repérer parce qu'ils n'ont pas le temps, ils se sentent pas concernée, c'est pas son style, donc j'ai pas demandé. Et puis même des patientes qui disent de toute façon moi je ne suis pas addict, je ne suis pas alcoolique, j'arrête quand je veux. Donc toutes ces idées reçues qui sont vraiment des difficultés pour accéder aux soins. Des idées reçues sur l'effet des produits, hein, il vaut mieux fumer un peu qu'être stressé. Prendre l'alcool si c'est pas au premier trimestre, après c'est bon. Voilà, toutes ces petites choses où j'espère que j'arriverai là, dans les minutes qui suivent, à vous enlever ces idées reçues que vous avez peut-être par rapport à la consommation et bien sûr s'intéresser
à l'entourage de la patiente, comme dans toutes les prises en charge en addicto, le conjoint peut être à la fois une aide et à la fois un facteur de risque de refus. Donc, comme je vous disais, c'est l'alcool qui reste la substance la plus dangereuse pendant la grossesse. Donc, toujours poser la question de l'alcool, même si la patiente vient pour autre chose, s'interroger sur ces consommations qui peuvent être même occasionnelles d'alcool, mais qui peuvent être vraiment problématiques. Donc, favoriser l'accès aux soins, anticiper les choses. Le tabac, donc c'est la substance, on va dire la plus fréquente consommée pendant la grossesse. On voit, bon, depuis 30, 40 ans qu'on est vraiment dans une baisse des consommations de tabac en France, mais aussi de tabac chez la femme, avec une prévalence qui diminue depuis ces 30 dernières années. Et on voit que c'est les consommations pendant la grossesse, avec l'enquête, la seule enquête vraiment française qu'on a, c'est l'enquête périnatale qui tous les 4 ans, on voit diminuer le pourcentage de femmes encore fumeuses au troisième trimestre. Donc là, la dernière enquête de 2021, on est aux alentours de 12%. Ce qui est toxique dans le tabac, vous le savez certainement, bah, c'est la fumée de cigarette par rapport à la mère, mais aussi par rapport à l'enfant. Donc c'est une vraie maladie chronique. La grossesse est souvent un bon moment et on va dire quand même, vous voyez, dans la majorité des femmes fumeuses, elles vont arrêter en étant enceintes, soit à la découverte de la grossesse, soit dans les mois qui suivent. Mais seulement 12% vont continuer à fumer alors que on voit dans les études que ça diminue fortement la fertilité chez les hommes et chez les femmes. Donc 100% des femmes, elles disent avant la grossesse qu'elles arrêteront. Alors cette toxicité, elle est liée, je vous disais, à la fumée et principalement au monoxyde de carbone, au taux de monoxyde de carbone dans l'air respiré par la fumée de cigarette et par tout ce qui peut être toxique dans la fumée. Les femmes vont avoir un effet recherché qui peut être différent des hommes par rapport à la cigarette, où elles vont souvent dire que c'est leur anxiolytique, leur antidépresseur. Donc ça, c'est extrêmement important de travailler sur ça parce qu'il y a beaucoup de fausses croyances sur cet effet-là qui n'est pas réel. Et puis, beaucoup de peur, notamment avec la grossesse, qui est forcément une période où on va prendre du poids. L'arrêt du tabac fait peur par rapport à cette aggravation de la prise de poids. Donc, on voit, donc je vous ai dit qu'il y avait une vraie vulnérabilité chez les femmes. Bah, pour le tabac aussi, on a constaté, et notamment sur le risque cardiovasculaire et sur le risque de cancer pulmonaire, une incidence qui est de plus en plus élevée et donc sur lequel il faut vraiment s'inquiéter et donc ne pas du tout banaliser cette consommation de tabac chez les femmes et chez les femmes enceintes. Donc, qu'est-ce que ça fait le tabac pendant la grossesse? Alors, c'est très dose-effet, hein, ces complications. Euh, en premier lieu, les fausses couches. Donc, il y a des fausses couches et des grossesses extra-utérines. Donc, ça diminue la fertilité avec un défaut d'implantation de l'embryon. Et en général, moi, j'ai tendance à dire, ça fait une grossesse qui commence mal, donc bien sûr, fausse couche, grossesse extra-utérine, soit une grossesse qui finit un peu mal, alors avec un petit poids et une prématurité. Donc ça, c'est les grandes lignes vraiment du tabac, c'est-à-dire que le monoxyde de carbone va empêcher l'accès de l'oxygène via le placenta à l'embryon et au fœtus. Et donc, du coup, ce bébé va avoir du mal à grossir, a du mal à grandir et il va avoir des défauts de vascularisation. Alors, on a à un moment mis en question sur le risque cancer chez l'enfant. Aujourd'hui, ça semble écarté. Il y a eu des études de cas, mais c'est extrêmement peu fréquent. Enfin, voilà, aujourd'hui, en tout cas, on peut pas dire que le tabac pendant la grossesse et couvrir de cancer chez l'enfant. Mais ce sont des enfants qui vont avoir une fragilité sur le plan respiratoire. Et il y a quelques études qui ont pu mettre en évidence des troubles du développement à long terme, psychomoteurs sans vraiment troubles cognitifs comme pour le cannabis, hein, mais voilà, ça mériterait de se répéter. Et une incidence un peu plus importante de ces patients qui seraient exposés
le risque d'obésité plus tard. Donc ça, c'est des études qui sont extrêmement difficiles à mettre en place parce que tellement d'années écoulées entre les symptômes et l'exposition qu'il y a beaucoup de facteurs confondants. Et puis un autre élément qui quand même persiste aujourd'hui sur la mort inopinée du nourrisson, le facteur de risque important, c'est le tabagisme qui multiplie par deux le risque de mort inopinée du nourrisson, c'est le tabagisme au sein de la famille. Donc cette prise en charge, elle doit être dans un premier temps, bien sûr, une thérapie cognitivo-comportementale, hein, mais comme je vous ai dit, il y a une grosse partie des patientes qui arrivent à arrêter toutes seules, qui mettent en place plein de choses, parce que la grossesse va être un vrai booster motivationnel vis-à-vis du changement des consommations. Donc souvent, elles arrivent en ayant déjà mis beaucoup de choses et en ayant beaucoup réfléchi sur l'intérêt de cette cigarette. Donc on va assez vite prescrire les traitements de substitution en nicotine. Et aujourd'hui, ils ont l'AMM dans cette indication et on va souvent avoir tendance à faire de la coprescription avec des patchs et des substituts oraux. Donc il faut vraiment pas hésiter à prescrire. Et la particularité par rapport à la grossesse, c'est que souvent on va normalement prescrire en fonction de ce qui est consommé actuellement, alors que pendant la grossesse, on constate qu'une grosse partie des patientes vont avoir éliminé des cigarettes un peu inutiles, mais du coup, celles qui vont rester, elles vont énormément tirer dessus. Et donc, le nombre de cigarettes n'est pas trop représentatif de leurs besoins en nicotine. Parfois, il faut un peu les surdoser. Donc, moi, j'interroge plutôt sur les consommations de tabac avant la grossesse pour me fier pour la prescription. Après, au sein du groupe hospitalier Paris-Saclay, on a mis en place un guide de prescription de substituts nicotiniques. Hein. C'est pas spécifique du tout à la femme enceinte, hein, mais pour avoir un peu une idée des dosages des substituts. Bon là, c'est plus une aide à la prescription en tabacologie en général. Faut savoir que les infirmiers et les sages-femmes peuvent prescrire des substituts nicotiniques désormais. Et donc c'est pour ça que c'est intéressant que les sages-femmes qui travaillent avec vous, si jamais vous travaillez au sein de la maternité, puissent conseiller les patientes qui ont déjà des traitements de substitution, voire pour augmenter, ou en tout cas même parfois initier la prescription avant de vous voir en addicto. Ça peut être assez intéressant dans ces situations. Après, la question de la vape, alors aujourd'hui, vous savez que la vapoteuse n'est pas un médicament et n'est pas sur prescription, mais ce qu'on constate, c'est que 95%, elle serait moins dangereuse que le tabac. Donc c'est une aide pour certains patients, ce n'est pas un traitement, ça peut être associé à nos traitements qui sont validés. Et pendant la grossesse, pour l'instant, il n'y a pas encore de données formelles. Mais ce qui est extrêmement important, c'est que si une patiente a déjà initié une vapoteuse avant de voir un professionnel et qui a réussi à arrêter, il faut surtout encourager à continuer la vapoteuse parce qu'il y a trop de professionnels qui découragent les patientes et du coup, elles reprennent la cigarette, ce qui est quand même assez dommage. Après, il y a une étude qui a eu lieu au sein de la maternité de Béclair avec laquelle on travaille aussi, qui a comparé des mamans non fumeuses à des mamans sous vapoteuse. Et en fait, il n'y a aucune différence sur cette étude qui montre entre à la naissance, les poids des bébés, la durée de la grossesse. Donc, comme si que la vapoteuse, finalement, n'avait pas d'effet, en tout cas, sur tout ce qui est redouté par le tabac. Donc, on peut pas le prescrire en première intention, mais en tout cas, ne pas décourager celles qui ont réussi à arrêter avec. Ensuite, parlons de l'alcool, qui reste la substance quand même, heureusement, moins consommée pendant la grossesse que le tabac, heureusement, puisque c'est la substance la plus dangereuse. On constate aussi depuis 30-40 ans une baisse des consommations d'alcool en France, et notamment chez les femmes. Enfin, voilà, l'alcool n'est plus la règle à tous les repas. Euh, les enquêtes périnatales avaient posé des questions un peu différemment auparavant, mais en tout cas, en 2010, 20% des femmes déclarent avoir bu au moins une fois durant leur grossesse, alors qu'en 2021, 97% ont déclaré ne jamais avoir consommé d'alcool pendant la grossesse, donc ce qui suggère que 3% en ont consommé
durant leur grossesse et c'est souvent précisé comme étant des petites consommations ponctuelles. Donc ça reste quelque chose de marginal. Ce qui est moins marginal, c'est les consommations en début de grossesse sans savoir qu'on est enceinte. Et donc ça, pour l'instant, on ne peut pas rassurer forcément les patientes. En tout cas, c'est important, même si les 2, 3 premières semaines, bien évidemment, qu'il n'y a pas de l'embryon n'est pas encore implanté dans l'utérus, il n'y a pas de risque. Mais aujourd'hui, on ne connaît pas la dose qui n'est pas toxique et on doit clairement s'améliorer sur la prévention de ce risque alcool pendant la grossesse. Vous savez qu'il y a eu des recommandations et une obligation désormais sur les boissons alcoolisées de mettre ce logo sur toutes les boissons alcoolisées. Il est de plus en plus petit, donc il y a eu toute une démarche des associations pour agrandir ce logo. Pour l'instant, c'est au point mort. Mais en tout cas, il existe. Et, pour l'instant, il y a plusieurs personnes qui comprennent qu'il faut pas être enceinte en buvant, alors qu'il faut pas boire en étant enceinte, puisque c'est le ventre qui est barré. Bon, en tout cas, voilà, c'est le risque d'alcoolisation fœtale est encore trop peu documenté et trop peu. Voilà, la journée du 9 septembre, qui est la journée mondiale de prévention de syndrome d'alcoolisme fœtal, est très peu connue et très peu médiatisé. Les associations comme Vivre avec le SAF ont plutôt suggéré ce logo qui, voilà, clairement dit attention, pas d'alcool pendant la grossesse, plutôt que ce logo d'interdiction. Alors qu'auparavant, on mettait en avant voilà, une publicité très ancienne que voilà, ce bébé où la maman boit de la bière est quand même beaucoup plus heureux que celle qui ne veut pas boire. Donc pourtant, l'alcool est tératogène, comme je l'ai dit, va être une substance psychoactive vraiment la plus dangereuse pendant la grossesse, va franchir passivement le placenta et l'alcoolémie de la maman sera égale à l'alcoolémie du fœtus, sauf que le fœtus ne peut pas métaboliser cet alcool, donc il va devoir repasser dans la circulation maternelle, voire même se diffuser dans le liquide amniotique et le fœtus va reboire de l'alcool, donc ça va mettre un certain temps à être éliminé. Aujourd'hui, comme nomenclature, on parle de troubles du spectre de l'alcoolisation fœtale, l'ensemble des troubles liés à l'exposition à l'alcool. Et dans cet ensemble de troubles, les TSAF, donc les TSAF qui représenteraient à peu près 1% des naissances quand même, ce qui est quand même impressionnant. Dans les TSAF, il y aurait la forme la plus sévère qui serait le syndrome d'alcoolisme fœtal, donc le SAF. Donc, le SAF, 1 pour 1000 naissances, et les TSAF, tous les troubles liés à l'alcoolisation fœtale, à l'exposition à l'alcool, 1% des naissances, donc qui est quand même assez important. Donc, le SAF, c'est la forme la plus sévère qui regroupe à la fois des troubles, alors qui sont principalement des troubles cognitifs et des troubles d'intégration sociale. Le SAF regroupe ces troubles-là, plus des malformations d'organes et une dysmorphie faciale. Donc voilà, donc le SAF en lui-même, c'est quand même 1 pour 1000, ce qui est quand même encore trop, puisque c'est un retard mental aussi évitable. Donc les TSAF sont un ensemble de troubles assez hétérogènes et globalement, c'est très variable parce qu'on ne sait pas vraiment à quel moment un trouble cognitif peut apparaître. On ne sait pas forcément à quel moment. Vous savez que l'évolution du système neurologique, c'est pendant les 9 mois et puis après jusqu'à l'âge de 25 ans. On a encore des variations sur le développement cérébral. Donc, pendant la vie fœtale, il n'y a aucun moment où vous pouvez dire à un patient, si vous buvez à ce moment-là, il n'y aura aucun risque sur le plan du développement cérébral. Donc, il y a un risque cognitif, un risque neurodéveloppemental, avec principalement des troubles de la mémoire, de la planification, de l'adaptation, donc on trouve des fonctions exécutives. Pour certains, ça va se développer par un trouble de l'hyperactivité avec déficit de l'attention. Donc, tout TDAH doit quand même faire interroger sur l'exposition à l'alcool pendant la vie fœtale, de troubles des habilités motrices, ça peut être des troubles du langage associés à des troubles psychiatriques. C'est des enfants un peu caractériels qui vont avoir du mal parfois à s'intégrer avec les autres.
et qui peuvent développer des troubles de l'apprentissage à l'école euh, et favoriser. En tout cas, certains ont été suivis pendant longtemps et plus tard, ben, ils vont initier un usage de substances psychoactives comme tabac, alcool, cannabis plus précocement que des enfants qui n'auront pas été exposés à l'alcool pendant la vie fœtale. Et en tout cas, c'est un trouble qui va devoir être suivi pendant de longues années. Malheureusement, comme il n'y a pas la dysmorphie faciale, qu'on ne sait pas toujours qu'il y a eu cette consommation d'alcool et qu'il n'y a pas forcément du coup, il n'y a pas de malformation d'organes, c'est souvent diagnostiqué extrêmement tardivement, voire même à l'âge adulte, hein, dans nos patients. Donc du coup, comme ce sont des patients qui vont avoir un usage problématique, ou en tout cas un début d'usage plus précoce, donc un risque plus important d'usage problématique, bah, ça remplit un peu nos consommations, nos consultations en addictologie. Et lorsque l'on imagine que notre patient peut être un TSAF, eh ben on va aborder les choses complètement différemment. Parce que un TSAF, c'est un enfant, un être qui a un cerveau lésé, un cérébro lésé, qui a un trouble neurologique et non pas uniquement addictologique logique. Et donc, la prise en charge, elle va être plus sévère, elle va avoir un besoin d'accompagnement beaucoup plus important. Bah voilà, c'est-à-dire que c'est un patient qui a du mal à venir à l'heure au rendez-vous, c'est un patient qui a du mal à revenir systématiquement au même endroit, même si il connaît, bah, il va plus trop se rappeler comment on fait déjà pour y aller, voilà, donc il a besoin d'une aide particulière. Donc, avoir une attention particulière, notamment chez les enfants qui vous disent d'avoir, enfin, les adultes addicts qui vous disent ont été placés dans l'enfance, qui vous disent que leur mère a toujours eu des problèmes d'alcool. Voilà, est-ce qu'il n'y a pas eu une explosion pendant la vie fœtale? Et puis l'autre élément extrêmement important, c'est vrai qu'on parle beaucoup de la mère, beaucoup de la consommation de la mère, on la culpabilise beaucoup, elle se sent en tout cas beaucoup culpabilisée. Mais le père, aujourd'hui, en tout cas dans l'exposition à l'alcool, a un vrai rôle sur le risque de cette exposition, notamment les 3 mois qui précèdent la conception. Euh, on sait que donc c'est 3 mois qu'on va euh, avoir une refabrication des spermatozoïdes. Et donc, il a été mis en évidence un effet épigénétique en préconceptionnel sur les spermatozoïdes chez le père, donc cette exposition à l'alcool peut modifier l'expression de certains gènes à l'origine d'anomalies génétiques chez le fœtus plus tard, notamment sur sa croissance, sa neurogénèse, voire même, il a été mis en évidence un risque accru de malformation cardiaque chez les fœtus dont le père avait consommé de l'alcool. Là, on ne dit pas quelle quantité, hein, mais l'exposition de l'alcool, les 3 mois qui précèdent la fécondation. Donc, le père est aussi impliqué dans ce risque de trouble du spectre de l'alcoolisation fœtale. Et donc, la forme la plus sévère, c'est le SAF, qui heureusement est moins fréquent, mais reste quand même 1 pour 1000 environ, qui est encore trop sous-diagnostiqué. Il a été décrit dans les années 60-70. Donc c'est une malformation, enfin un retard mental qui n'est pas sévère, mais qui est stable, qui ne s'améliore pas. Tout arrêt de l'alcool est bénéfique. À l'échographie, on peut voir un retard de croissance et une microcéphalie. Et les anomalies du visage sont souvent très difficiles à voir à l'échographie. Il n'y a pas de test objectif pour savoir que c'est un SAF ou pas un SAF, et puis les études n'ont pas mis en évidence de doses qui favoriseraient le SAF. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que pour avoir un SAF, il y a une consommation d'alcool qui est quand même significative, c'est-à-dire que on n'a pas un SAF si on boit une fois. Il faut qu'il y ait eu une répétition des consommations, une répétition et des consommations quand même assez importantes, avec à l'origine un retard de croissance harmonieux, une dysmorphie faciale troubles du développement cérébral, donc une microcéphalie, qui peuvent, dans un cas sur 4, être associés à des malformations d'organes et plus tard des troubles cognitifs et comportementaux par des troubles des dysfonctions exécutives. Donc cette dysmorphie faciale, c'est pas une vraie malformation, hein, mais c'est une dysmorphie qu'il faut rechercher. Elle est centralisée sur la bouche, sur ce rétrécissement, un aplatissement du philtrum. Donc les deux bourrelets que vous avez au-dessus, qui donnent un aspect bombé du philtrum et une disparition de la lèvre supérieure.
ce signe-là peut être même considéré comme pathognomonique du syndrome d'alcoolisme fœtal. Et ce signe-là, donc ce bombement du philtrum et la lèvre fine, c'est quelque chose qui persiste à l'âge adulte chez les SAF, parce que le reste de la dysmorphie faciale peut évoluer. Donc, chez nos patients addicts qu'on trouve plus sévères, plus difficiles, avec un doute sur ce qui s'est passé dans l'enfance, si on suspecte un SAF avec notamment cette microcéphalie, ben, la prise en charge doit être plus conséquente dans ces situations. La malformation d'organes, dans un cas sur quatre, c'est beaucoup des malformations cardiaques et parfois aussi rénales. On peut avoir des troubles de l'audition et des troubles visuels, notamment associés à ce strabisme que vous avez pu voir à la dysmorphie. Alors, il y a des facteurs de risque à avoir un SAF, hein. Bien sûr, vous dit la fréquence de l'exposition, bien plus quand on est quotidien. On sait que la quantité aussi, la dose est très importante. Les ivresses sont extrêmement toxiques, donc il suffit pas d'avoir bu tous les jours. Si on a des ivresses répétées, pas tous les jours, on a aussi un fort risque de SAF. Et malheureusement, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que la quantité et la répétition. Il y a aussi une sensibilité individuelle, c'est-à-dire qu'il y aurait un élément génétique qui favoriserait le SAF et des éléments génétiques qui protégeraient du SAF, avec notamment des études de jumeaux hétérozygotes qui auraient été exposés à la même quantité d'alcool, mais l'un a le SAF et pas l'autre. Donc voilà, donc beaucoup d'éléments qui fait qu'on est arrivé à la conclusion qu'il fallait parler de zéro alcool pendant la grossesse. Et bien sûr, pour avoir un SAF, c'est souvent une consommation précoce et continue. Il y a des études qui ont mis en évidence que la situation socio-familiale du milieu défavorisé favoriserait aussi le SAF, puisque on sait que l'hygiène de vie pendant la vie fœtale peut avoir aussi une forte influence sur le développement de l'enfant. Donc des troubles neurocomportementaux associés. Donc là, vous voyez des photos d'enfants SAF d'origine ethnique différente. On voit que ça peut s'exprimer de façon différente et que certaines ethnies, on peut tout à fait passer à côté de la dysmorphie faciale, qui n'est pas une vraie malformation du visage. Y penser lorsqu'on a un TDAH assez prononcé. Donc, je disais, à l'âge adulte, on n'a pas beaucoup de données sur ces troubles, mais en tout cas, la dysmorphie, je disais, au niveau du visage, il y a des choses qui persistent, notamment la microcéphalie et la dysmorphie de la bouche. Et donc, ce sont des individus qui ont plus à risque de développer un trouble addictif. Et malheureusement, c'est un syndrome qui un QI bas, mais qui ne s'améliore pas avec le temps. Donc vraiment avoir à l'esprit qu'il n'y a pas de dose non toxique, on ne peut pas dire à quelle période et à quelle dose on peut consommer pendant la grossesse, c'est le zéro. Cette prise en charge doit être vraiment personnalisée, pluridisciplinaire, mais c'est surtout dans l'urgence pour les problèmes d'alcool. C'est vrai que moi je préconise plutôt des sevrages à l'hôpital pour objectiver l'arrêt et pouvoir adapter au mieux les traitements. On se rend compte que quand même ces patientes ont souvent beaucoup diminué parce qu'elles sont enceintes et on a très peu de prescriptions, enfin besoin de prescrire de benzodiazépines comme ce qui est préconisé dans le sevrage à alcool. Mais on favorise une bonne hygiène de vie, la mise en place de vitamines. Et aujourd'hui, on n'a pas d'AMM pendant la grossesse sur les addictolytiques. Mais c'est vrai que le CRAT notamment dit que si par exemple une patiente est sous acamprosate et qu'elle arrive à ne pas boire grâce à l'acamprosate, même s'il n'y a pas d'AMM, vaut mieux qu'elle continue l'acamprosate qu'elle reprenne l'alcool. Voilà, donc une prise en charge plutôt symptomatique et bien sûr poursuivre la prise en charge en postpartum. Quelques mots sur le cannabis, qui est donc la substance illicite la plus consommée pendant la grossesse. Comme chez tout le monde, c'est le THC hein, qui va être l'effet pharmacologique et les substances psychoactives. Et c'est ce THC qui va traverser la barrière placentaire en quelques minutes, qui est très lipophile et donc qui va se concentrer au niveau des graisses. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a peu de données sur les petites consommations parce que ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que c'est très fréquent, mais c'est surtout des petites consommations régulières.
C'est-à-dire que vous savez que le boom du cannabis en France, c'est à peu près les années 2000. À l'époque, le problématique était vraiment le fait que le cannabis était arrivé dans les collèges, donc chez les ados. Aujourd'hui, il est très très ancré, mais c'était nouveau à l'époque. Et donc ces ados des années 2000, bah, c'est souvent des jeunes femmes de 30, 40 ans aujourd'hui qui fument du cannabis depuis plus de 20 ans et qui du coup ne se pose pas la question d'arrêter le cannabis parce que le message n'est pas assez clair, en tout cas au niveau euh, scientifique, sur l'intérêt du zéro cannabis. Et je pense qu'on ne peut pas avoir ce même message que pour l'alcool, sinon ce serait confusionnant par rapport au risque du cannabis. Mais le problème, c'est que c'est quand même encore assez fréquent, cette consommation. Donc, on sait que le cannabis en France, depuis les années 2000, c'est assez fort. Il y a eu une baisse avec l'offre de soins. En tout cas, les femmes, elles consomment moins que les hommes. La consommation serait plutôt maximale chez les 26-34 ans, qui sont vraiment l'âge où on a en général son premier enfant. Et la consommation de cannabis qu'on ressemble, enfin, serait assez stable depuis quelques années, entre 1 et 3% en France, ce qui est quand même quelque chose de très très fréquent. Donc, faut pas hésiter à interroger les femmes de manière systématique. Elles ont tendance, comme vous le disiez, à ne un peu cacher cette consommation. On peut faire des dosages urinaires sans problème pendant la grossesse, toujours bien sûr en informant les patientes que l'on fait ces dosages. Ça permet d'aider les patientes dans la réduction et on peut aussi doser chez l'enfant une fois qu'il est né. Les effets sur la grossesse sont vraiment liés à l'hypoxie et à l'exposition de la fumée. Donc en fait, ça fait exactement la même chose que l'exposition au tabac sur l'effet de la grossesse avec la particularité que lorsqu'il y a du cannabis, le retard de croissance est souvent beaucoup plus important que lorsqu'il y a du tabac seul. Donc, chez une patiente qui a un retard de croissance assez important et qui ne coïncide pas forcément avec les 5 cigarettes dont elle vous parle, vous avez la question, est-ce que ces 5 cigarettes ne sont pas 5 joints? Et qu'elle a un peu oublié de vous dire qu'elle mettait du cannabis dans ses cigarettes. Ça, c'est un élément qui peut aider dans le dépistage pour le petit pois. Donc, comme je vous disais, un effet sur la grossesse similaire au tabac. Par contre, en postnatal, le cannabis peut donner lieu à un petit syndrome de sevrage à la naissance, qui n'a rien à voir avec le syndrome de sevrage aux opiacés, qui est beaucoup plus bruyant. C'est un syndrome de sevrage qui est assez subtil. En tout cas, c'est des enfants qui peuvent être un peu difficiles à calmer, avec des petits tremblements, des petits sursauts. C'est quelque chose qui est assez anecdotique dans le sens où il n'y a pas grand-chose à faire, si ce n'est informer la maman que l'enfant est probablement en train de faire des signes de sevrage, qu'il faut un peu plus lui proposer du pot à pot. Et puis ça rentre dans l'ordre en général et la première année se parle sans difficulté, avec pas de troubles du développement psychomoteur ni de problèmes mentaux. Apparaissent après peut-être des signes d'hyperactivité avec des troubles du sommeil chez ces jeunes enfants et plus de troubles cognitifs plus tard. Donc, il y a beaucoup de cohortes qui ont été suivies au long cours et on trouve les troubles de la mémoire, de la capacité attentionnelle, de l'hyperactivité. Et pareil, une initiation plus précoce au tabac et au cannabis à l'adolescence dans les populations exposées au tabac et au cannabis, pardon. Donc c'est un vrai problème de santé publique, c'est une question importante parce que c'est fréquent. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est quand même ce qui reste, c'est des petites consommations. On ne sait pas vraiment quoi dire aux patientes aujourd'hui parce que on ne sait pas ce que font les petites consommations. Quand je dis petites consommations, c'est 2, 3 joints dans la semaine ou même 1 joint par jour. Euh, Aujourd'hui, on a des études qui montrent sur plusieurs joints par jour. On sait, voilà, ce que je vous ai dit, ce que ça pouvait faire. Et donc, du coup, comme les patientes sentent qu'il y a un petit peu un flou artistique sur l'effet du cannabis, eh ben, elles continuent à consommer. Et voilà. Et alors, il ne faut pas hésiter à aussi plus les substituer en nicotine, parce que parfois,
Euh, Elle mélange le manque de cannabis et le manque de nicotine. Et, euh, et voilà, c'est important de poser ces questions-là. Bien sûr, cette question qui vient tout le temps à ce moment-là, c'est le CBD. Vous savez que le CBD pour l'instant est autorisé en France, donc le deuxième cannabinoïde composé dans le cannabis. Il n'y a pas l'effet euphorique du THC. Il a été étudié pour soulager la douleur, l'anxiété en dehors de la grossesse. Les effets du CBD pendant la grossesse aujourd'hui sont encore inconnus. Le problème, c'est il s'accumule énormément dans le lait maternel et il est très lipophile, hein, comme le cannabis, tous les composants du cannabis. Aujourd'hui, ce qu'on constate, en tout cas chez l'animal, c'est que ça provoque des gros troubles cognitifs et de l'anxiété chez l'enfant. Et que cette anxiété, en tout cas, il n'a pas un effet anxiolytique attendu. Et donc, il faut surtout pas que les patientes s'en servent comme effet anxiolytique ou pour traiter les nausées ou les vomissements. Donc aujourd'hui, c'est extrêmement pas recommandé de conseiller le CBD pendant la grossesse et l'allaitement. C'est pas du tout une solution. Ensuite, quelques mots sur les opiacés, hein, qui bon sont plus rares, mais comme je disais que l'héroïne c'est assez rare aujourd'hui, mais c'est vrai que on a de plus en plus de demandes pour consommation de tramadol, de déphéralgan-codéiné, voilà, de patients douloureux chroniques, et donc pour consommation d'opioïdes. Donc les opioïdes, la consommation, la dépendance arrive très très rapidement. Elle est souvent assez forte et souvent les patients sont à l'origine d'une consommation quotidienne. Alors que le profil des consommateurs d'opiacés auparavant, c'était des psychopathologies graves, des troubles de la personnalité, des conséquences sanitaires et sociales importantes, d'où la révolution suite au VIH de l'arrivée des traitements de substitution. Donc c'est voilà, on a d'ailleurs tout le GEGA avec le professeur Claude Lejeune dont je vous parlais au début de mon intervention a commencé suite à l'explosion du VIH et cette nécessité de proposer une aide à ces femmes dépendantes aux opiacés qui étaient enceintes. Aujourd'hui, c'est moins vrai. On a plus des patientes sous traitement de substitution qui sont enceintes parce que anciennement consommatrices d'héroïne. C'est quand même assez marginal aujourd'hui d'avoir des consommatrices d'héroïne pendant la grossesse. Euh, Par contre, c'est vrai qu'il faut toujours rechercher d'autres consommations associées et faire attention au transfert de dépendance parce que parfois les patientes vont prendre des produits prescrits qui sont plus nobles que des produits illicites et vont développer une addiction tout aussi importante. Donc il y a une vraie problématique des maladies chroniques et des douleurs. La seule bonne nouvelle, c'est que les opiacés ne sont pas tératogènes, donc il n'y a pas de malformation. Par contre, la dépendance est forte, et y compris pour le nouveau-né, avec un risque important de syndrome de sevrage à la naissance. Et le risque aussi, c'est que pendant la grossesse, il y a un désir d'arrêt de prendre, et donc du coup, qui va créer du stress permanent pour la maman, et ce qui se témoigne par une souffrance fœtale chronique et ça a un gros risque de retard de croissance et de prématurité pour l'enfant. Donc, il faut stabiliser ces femmes. Alors, soit en maintenant une prise d'antidouleur à petite dose qui n'est pas toxique, dans le sens où il va pas y avoir trop de paracétamol, par exemple, par jour. Voilà, quelqu'un qui prend quelques comprimés d'antidouleur tous les jours euh, mais qui se maintient à ce dosage-là pendant toute la grossesse, et ben on va pas l'ennuyer. Par contre, quelqu'un qui a des doses très importantes, qui prend, qui prend, qui arrête, vraiment, il faut vite la mettre sous traitement de substitution. Donc, on va s'aider d'échelle de Coase, hein, qui est la même que échelle qu'on utilise chez les patients non enceintes, pour repérer les signes de sevrage en opiacés qui vont nous inciter à introduire assez rapidement un traitement de substitution. Bon, certaines patientes vont refuser les traitements de substitution en opiacés. C'est très à risque de rechute. Dans ces cas-là, on va s'aider à un maximum de psychothérapie associée, de TCC, de rendez-vous et de traitements plus ponctuels, enfin en tout cas de soutien
de façon pas par ponctuelle, plutôt pardon, des rendez-vous beaucoup plus rapprochés dans ces situations-là. Donc le risque, c'est le syndrome du sevrage chez le nouveau-né qui est euh, très fréquent quand que la personne est sous opiacé pendant la grossesse. Il faut expliquer aux mamans que c'est pas quelque chose de grave, c'est juste qu'il faut que l'enfant soit pris en charge au bon endroit, donc souvent dans une maternité de niveau 3 avec si possible une unité kangourou, voire enfin une réa néonate pas loin, parce que quelquefois le syndrome sauvage peut être assez important. Et donc on va être amené à proposer des soins pour cet enfant en pédiatrie, avec des cas possibles de mise sous morphine pendant quelques temps. Donc la substitution pendant la grossesse, elle est tout à fait possible. Donc si une patiente est déjà sous traitement de substitution, surtout on ne l'arrête pas. C'est extrêmement important de ne pas arrêter le traitement de substitution pendant la grossesse. Il y a beaucoup de mamans qui sont demandeuses de ça. Et donc, faut leur expliquer que il vaut mieux être sous traitement de substitution et du coup ne pas prendre autre chose parce que parfois les patientes sont demandeuses d'arrêter le traitement de substitution en opiacés, mais vont prendre de l'alcool, vont prendre autre chose à côté pour supporter de ne pas prendre du tout de traitement de substitution. Donc vraiment, on n'arrête pas les traitements de substitution. Si la personne est sous méthadone, on laisse la méthadone. Si la patiente est sous buprenorphine, on laisse la buprenorphine. Par contre, on va parfois adapter le dosage. On va devoir parfois augmenter le dosage du traitement parce que comme la patiente va prendre du poids, il y a une augmentation du volume circulant, on va être amené à augmenter le dosage. Parfois même, on va être amené à prendre en deux prises parce que la grossesse en elle-même peut augmenter notamment le métabolisme. Et donc, notamment pour la méthadone, il arrive souvent qu'en fin de grossesse, on rajoute une prise le soir où on diminue, enfin, on divise en deux la prise avec une élimination plus rapide de la méthadone. Le risque, c'est le syndrome de sevrage. Alors, c'est vrai que pour la méthadone, chez le nouveau-né, le syndrome de sevrage est plus important, euh, mais on va l'anticiper et proposer du coup une prise en charge adéquate. Vous savez qu'il y a la Suboxone qui existe, qui est de la buprenorphine associée à de la naloxone qui ne peut pas être injectée. La naloxone aujourd'hui n'est pas autorisée pendant la grossesse, donc il n'y a pas de Suboxone possible pendant la grossesse. Donc si une patiente est sous Suboxone et qui est enceinte, on la passe sous buprenorphine ou on la switch par rapport à la méthadone. Vous savez aussi peut-être que le Buvidal, qui est la buprenorphine injectable à libération prolongée, est possible pendant la grossesse. C'est quand même très balbutiant par rapport à la France pour le Buvidal. Ça fait pas longtemps non plus qu'il existe en France, mais c'est possible de proposer ce soin. En tout cas, si la patiente est sous Buvidal, ça ne contre-indique pas du tout d'être enceinte. Et donc, il peut même être mis en place pendant la grossesse. Pour le nouveau-né, bon voilà, on utilise plutôt le score de Finnegan que la COS, hein, c'est adapté au nouveau-né pour les signes de sevrage, et donc c'est vraiment important de travailler sur les idées reçues et de favoriser prise en charge de la mère et du bébé. Et dans ces cas notamment de dépendance aux opiacés, il a été mis en évidence que l'allaitement était un élément de très très bon pronostic pour ces situations. Quelques mots sur les psychotropes qui, comme je disais, c'est l'addiction qui est particulièrement féminine. Donc, quand on entend par psychotrope, c'est substances qui ont agi sur le psychisme, sur l'activité cérébrale. Et dans les dépendances aux psychotropes, en premier lieu, c'est les benzodiazépines, hein, qui, en France, on est des gros consommateurs, gros prescripteurs de benzodiazépines, avec une consommation particulièrement féminine, avec notamment des benzodiazépines qui traînent dans un peu toutes les pharmacies familiales. Donc, c'est souvent des prises qui sont banalisées dans la pharmacie, nous non prescrites ou en posologie ou en durée dépassée. Et donc, c'est extrêmement important de repérer. Après, en relativisant, il faut faire attention, mais c'est pas non plus une consommation qui est extrêmement dangereuse, on va dire, pour la grossesse. Ce qui est problématique, c'est que les patientes vont plutôt être stressées. Et donc, du coup, il va falloir plutôt traiter ce stress. Et le risque, c'est de ne pas prendre autre chose en plus pour traiter ce stress. Ce qu'il y a, c'est qu'elles sont souvent des consommations cachées et culpabilisées. Le problème, je disais, c'est pas tantôt pour la grossesse, mais plus pour le nouveau-né
qui va lui avoir un métabolisme beaucoup plus lent, voire immature, et un nouveau-né qui naît sous benzo, c'est souvent un nouveau-né qui finit en réanimation avec une détresse respiratoire. Donc voilà, éviter les benzos en fin de grossesse et anticiper le risque de syndrome du sevrage chez le nouveau-né, notamment quand il y a plusieurs produits pris, avec la nécessité souvent du coup d'une hospitalisation en néonat. Et enfin, quelques mots sur la cocaïne, qui est donc, vous savez, la substance qui est en pleine explosion malheureusement en France et en Europe. Et la période de la grossesse n'est pas épargnée. Donc, c'est souvent des consommations qui restent quand même assez marginales dans le sens où c'est des populations quand même assez défavorisées, notamment pour le crack. C'est souvent des polyconsommations et qui vont avoir un style de vie, hein, c'est comme ça que c'est exprimé dans la littérature scientifique, qui va avoir un impact extrêmement important. Donc, une vie chaotique, précaire, sans suivi, maladie sexuellement transmissible, niveau de d'études bas, enfin, un style de vie chaotique qui fait que c'est ça qui va avoir le plus d'impact finalement sur la grossesse. Euh, le mécanisme d'action, c'est que la cocaïne passe sur le placenta aussi par simple diffusion et que la grossesse, par son métabolisme, va diminuer le catabolisme de la cocaïne et augmenter son métabolite actif. Donc en fait, quand on est enceinte, la cocaïne a plus d'effets et plus toxique que quand on n'est pas enceinte, avec des complications qui vont être liées à la dose, à la durée, à la fréquence et à l'âge gestationnel. Mais globalement, faut pas oublier que la cocaïne a un puissant vasoconstricteur. On sait à quel point pendant la grossesse, les vaisseaux sont fragiles, il y a plein de vaisseaux qui sont nouveaux par le fait de la grossesse. Donc, ça peut être extrêmement toxique sur cet effet-là, vasoconstricteur. Et qui dit vasoconstriction pendant la grossesse, eh ben, diminution de la perfusion, donc risque d'hypertension, d'hypercontractilité utérine et menace d'accouchement prématuré. Donc, c'est dans ce cadre-là que la cocaïne peut avoir un effet toxique sur la grossesse. Et cette vasoconstriction peut avoir un effet aussi toxique sur l'enfant par hypoperfusion placentaire avec des risques de nécrose ou d'œdèmes fétaux. Alors pendant longtemps, la cocaïne a été suspectée comme étant tératogène. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était plutôt un effet vasoconstricteur qui est à l'origine de malformations par mauvaise vascularisation, plus que par effet tératogène direct. Donc, pendant la grossesse, la cocaïne augmente le risque de fausse couche. Donc, c'est des patientes qui vous racontent avoir fait beaucoup de fausses couches ou qui vont avoir plusieurs menaces d'accouchement prématuré pendant cette grossesse, avec plus d'hypertension. Donc, ça, c'est vraiment des grossesses qui vont intéresser les gynécologues parce que ces grossesses vont souvent nécessiter des hospitalisations pendant la grossesse, en grossesse à risque, avec des menaces d'accouchement prématuré. Malheureusement, il y a aussi des cas de décès maternel euh, par infarctus ou hypertension et des conséquences bien sûr fétales par des petits bébés qui vont être plus petits encore que le tabac ou le cannabis, hein, l'exposition au tabac ou au cannabis, avec en moyenne par exemple pour le tabac cannabis c'est moins 200 grammes en moyenne chez le fœtus et là on est à moins 500 grammes notamment aussi sur la consommation de crack. Donc, il n'y a pas d'effet tératogène à proprement dit, mais ça peut avoir des complications vasculaires, cérébrales. Il n'y a pas de vrai syndrome de sevrage à la naissance avec la cocaïne. C'est plutôt, en tout cas moi, ce que j'ai beaucoup vu, c'est des situations où les patientes ont réussi au fur et à mesure de la grossesse à arrêter la cocaïne et qui, en fin de grossesse, du fait de la fatigue, de la prise de poids, vont s'autoriser à prendre un peu de cocaïne en fin de grossesse. Et c'est cette prise qui va déclencher les contractions et l'accouchement. Elles ne vont pas dire en arrivant à la maternité qu'elles ont pris de la cocaïne la veille ou dans la nuit. Et du coup, le bébé va naître sous cocaïne. Donc, c'est plutôt des syndromes d'imprégnation qu'on observe avec des enfants beaucoup plus agités à la naissance. Donc ça aussi, poser les questions de manière systématique, interroger les patientes avec une prise en charge qui nécessite d'alerter les pédiatres. Voilà. Alors malheureusement, avec la situation du crack, on observe plus de placements, ou en tout cas des mamans qui ont du mal à entrer dans les soins.
Euh, donc c'est souvent des prises en charge qui sont dans l'urgence, avec des grossesses qui ne sont pas suivies. Et c'est plutôt des propositions de mise à l'abri de ces femmes qui vont parfois accoucher et disparaître. Et il faut absolument travailler ce lien mère-enfant en amont avec, si possible, réussir à transférer ces dyades dans des unités mère-bébé. Aujourd'hui, il n'y a pas de traitement validé, vous savez, pour la cocaïne en France, dans le monde, mais du coup, il n'y en a pas du tout pendant la grossesse. Donc, on est vraiment dans le traitement symptomatique et traitement des comorbidités psychiatriques qui est essentiel. Voilà. Donc, ce qui est important, c'est vraiment de proposer une prise en charge euh, le moins culpabilisé possible, de favoriser l'accès aux soins de ces femmes enceintes et bah, de considérer ces grossesses comme des grossesses à risque et donc du coup des grossesses qui doivent être un peu VIP avec plus de rendez-vous. Euh, voilà. Euh, je ne sais pas s'il y a des questions. Si je peux vous parler un mot de l'allaitement. Je sais pas si j'ai encore un peu de temps. Je pense que l'allaitement, ça peut être pas mal rapidement si tu veux, mais je pense que c'est un sujet qui intéresse Ouais, certainement nos auditeurs. ok. Alors l'allaitement. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de confusion et de messages contradictoires et d'idées reçues sur l'allaitement. Aujourd'hui, le message principal, c'est que l'allaitement est à encourager au maximum dans toute situation. Alors, mis à part le domaine de l'addiction, mais c'est extrêmement important de même des patientes qui vous disent je ne veux pas allaiter, de dire essayez quand même à la naissance, voyez, qu'est-ce que voilà, parce qu'en fait on dit que l'allaitement c'est chaque allaitement est différent, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a un allaitement qui s'est bien passé lors d'une précédente grossesse que cet enfant à venir, le deuxième, va bien se passer. C'est la rencontre d'un sein avec un enfant et on n'est pas forcément dans les mêmes conditions physiologiques, on va pas forcément avoir autant de lait. Donc il faut toujours essayer. Parfois il y a des mères qui sont extrêmement euh, étonnées par la prise de plaisir qu'elles peuvent avoir avec l'allaitement. Donc, il faut bien sûr respecter le souhait de la mère, mais vraiment inciter les patientes à allaiter, même s'il y a une problématique addictive, parce que l'allaitement, qui a montré énormément d'avantages chez la mère, hein, pour la mère, en postpartum, il y a plein de risques. Enfin, c'est un facteur ça améliore énormément de choses. Mais surtout, ça permet de continuer un peu cette bulle bénéfique de la périnatalité, enfin de la grossesse, où les patientes arrivent à faire des choses qu'elles n'arriveraient jamais à faire. L'allaitement permet de prolonger un peu euh, ce bénéfice qui, en dehors du fait que ça favorise le lien mère-enfant, bah, il y a plein de risques qui sont aussi diminués chez le bébé. Donc, bien évidemment, ne pas consommer de substances psychoactives pendant l'allaitement, mais on sait que nos patientes, bah, elles sont parfois en difficulté. Donc, il faut recommander absolument l'allaitement en donnant des précautions particulières en fonction des substances. Donc, on peut dire que, par exemple, pour l'alcool, comme je vous ai dit, l'alcool, c'est quand même la substance la plus toxique, mais pendant l'allaitement, on n'est pas dans l'effet tératogène euh, que le même que pendant la grossesse. Alors, c'est pas qu'il faut pas dire qu'il faut boire pendant l'allaitement, mais c'est un autre risque, c'est-à-dire que c'est un effet sédatif qui peut aussi avoir un effet sur le développement cérébral, mais la quantité va être beaucoup moindre, c'est-à-dire que la concentration d'alcool dans le lait sera égale à la concentration d'alcool dans le sang, et c'est des concentrations qui sont bien moins importantes que l'exposition à l'alcool pendant la vie fétale. En tout cas, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que il vaut mieux conseiller la patiente qui veut avoir une consommation occasionnelle d'alcool de temporiser son allaitement juste le temps de cette consommation, qui correspond à peu près à un verre d'alcool pendant, ne pas allaiter pendant 2, 3 heures qui suivent. Il vaut mieux mettre en suspens l'allaitement pendant ces 2, 3 heures pour un verre. Donc, pour 2 verres, c'est 4, 6 heures. Voilà, on va augmenter la durée. Donc, il vaut mieux
ne pas allaiter pendant 12 heures si on a eu une soirée festive et reprendre l'allaitement le lendemain que de ne pas que arrêter l'allaitement totalement. Hein, donc l'alcool, bien sûr, est neurotoxique et il ne faut pas allaiter avec en buvant de l'alcool, mais on peut faire une pause dans son allaitement et donc attendre 1 à 2 heures après un verre d'alcool, enfin 2 heures plutôt après un verre d'alcool, plutôt que de pas allaiter du tout. Bien évidemment, qu'il y a beaucoup d'idées reçues sur la bière. C'est pas la bière qui stimule la lactation, mais c'est le malt. Et donc, aujourd'hui, on donne des comprimés de malt. On ne dit pas aux patientes de boire de la bière pour avoir plus de lait. En ce qui concerne les autres substances, le tabac est déconseillé, mais c'est pas du tout une contre-indication. On dit qu'il vaut mieux éviter d'allaiter juste après sa consommation de cigarette. Donc pareil, dans l'heure, 2 heures qui suivent la cigarette, il vaut mieux éviter d'allaiter. Alors c'est vrai qu'au début c'est compliqué parce qu'on allaite un peu tout le temps, mais ça permet voilà d'un peu avoir une idée par rapport à ça. En ce qui concerne le cannabis, il y a là aujourd'hui c'est plus clairement déconseillé parce que la concentration est beaucoup plus importante dans le lait que dans le sang puisque le lait est très lipophile et qu'on ne sait pas du tout aujourd'hui combien de temps il faut pour éliminer. Vous savez à quel point le cannabis met du temps à être éliminé. Euh, on déconseille fortement d'allaiter en cas de consommation d'un cannabis active. Les traitements de substitution ne passent pas dans le lait, donc ne contre-indiquent pas l'allaitement. Par contre, si on prend de la codéine, de la morphine, ça contre-indique totalement l'allaitement. Et la cocaïne aussi contre-indique l'allaitement en elle-même, puisque ça peut être extrêmement toxique sur le plan cardiovasculaire. Et puis les précautions liées aux psychotropes, où tous les psychotropes ne sont pas autorisés hein, pendant l'allaitement. Notamment l'atarax est totalement contre-indiqué. Voilà. Mais donc du coup, ça c'est plus une affaire de psychiatre. Voilà. Je vous remercie. Je ne sais Merci pas beaucoup, s'il ça. y a eu des questions. Ouais, il y en a une que je vais te lire, une dame qui dit avoir, enfin, suivre le conjoint d'une personne qui a consommé de l'alcool durant sa grossesse, qui était une grossesse gémellaire dizygote, et un seul des deux bébés a présenté un trouble du spectre de l'alcoolisation fœtale. Et donc, la question était, est-ce fréquent en cas de grossesse gémellaire qu'un seul enfant soit touché? Voilà. C'est pas fréquent, mais ça a été décrit. C'est-à-dire que ça a été clairement décrit que comme je vous disais tout à l'heure, que le matériel génétique, enfin la sensibilité individuelle, était liée au patrimoine génétique. Et donc du coup, on peut avoir une sensibilité plus importante alors qu'on a été exposé à la même grossesse, donc à la même quantité d'alcool. Donc oui, enfin, comme on voit chez nos patients, il y a des patients qui semblent protégés de l'exposition à l'alcool et d'autres qui assez vite vont développer une addiction. Donc oui, malheureusement, c'est pour ça que on parle de quantité, on parle beaucoup du zéro alcool, mais il y a aussi cette sensibilité individuelle qui va beaucoup influer nos recommandations. Très bien, merci beaucoup. Il y avait une autre question. Alors là, c'était sur le café. Concernant le café, questionnez-vous toujours les quantités. Qu'est-ce que tu recommandes aux patientes? Alors, je rappelle que le café n'est pas une substance psychoactive en tant que telle. C'est vrai que ça a beaucoup changé, mais ça, c'est plus une affaire de gynéco, hein, cette réponse, puisque on va dire que le café a un effet stimulant qui peut être bénéfique pendant la grossesse, mais qui va pas présenter de toxicité pour l'enfant. Par contre, c'est vrai que c'est pas recommandé euh, en dernier trimestre, puisque cet effet stimulant peut favoriser les contractions utérines et favoriser les menaces d'accouchement prématuré. Après, moi, j'ai vu beaucoup de gynécos qui ne parlaient pas du tout du café et qui laissaient tranquilles les mamans. Donc voilà, on n'embête pas trop les mamans sur ce sujet-là, mais moi je ne suis pas la meilleure personne pour répondre à cette question par rapport à la grossesse, puisque je n'ai pas vraiment beaucoup de patientes qui consultent pour une addiction au café. Alors moi, j'ai juste une dernière question, Sarah, sur la place que tu accordes au conjoint dans tes prises en charge. Est-ce que tu
va modifier finalement tes modalités d'intervention par rapport à ce que tu ferais chez une femme non enceinte. Alors, malheureusement, voilà, moi, parce que moi, j'ai beaucoup modifié ma prise en charge à la maternité de Bicêtre. Au début, je voyais toutes les femmes consommatrices. Maintenant que j'ai une sage-femme qui dépend de l'équipe de liaison, elle voit le tabac cannabis et moi, je vois les autres substances. Donc, c'est vrai que je vois les patientes les plus graves, on va dire. Et malheureusement, bon, ça, c'est sur ma file active, hein, ça représente pas la France, mais sur mes patientes consommatrices de cocaïne, d'alcool, de cannabis à forte dose, voilà, souvent, il n'y a pas de conjoint. C'est-à-dire que elles savent pas qui est le conjoint. Elles hésitent entre deux ou trois. Il a disparu à l'annonce de la grossesse. Donc, parfois, la question ne se pose pas, la question du conjoint, parce qu'il n'est pas là. Voilà. Donc, il y a déjà cet élément-là. Et l'autre point, c'est que oui, en effet, quelque chose que je ferais pas pour d'autres patients, ça m'arrive de prescrire, par exemple, des substituts nicotiniques pour le conjoint que je n'ai jamais vu pour favoriser une aide pour ces patientes, pour qu'elles puissent avoir elles-mêmes un entourage bienveillant sur cette prise en charge. Je vais aussi recevoir le conjoint pour évaluer la situation quand les patientes me disent, bah, lui aussi, il a un problème et je vais trouver un rendez-vous pour le pistonner, pour qu'elle soit aussi dans une situation plus favorable, puisque si on sait que la prise en charge du conjoint est essentielle. Donc oui, je vais faire des choses que je ne fais pas forcément lorsque les patients ne sont pas enceintes. Mais j'ai tendance à prendre en charge toujours l'entourage de tous mes patients. Enfin, en tout cas, de proposer un entretien de couple, un entretien d'entourage pour évaluer la situation et orienter le cas échéant. Mais c'est vrai que les prescriptions sans avoir vu les patients et tout ça, ça c'est vraiment quand dans le cadre de la périnatalité que je m'autorise à faire ça. Très bien, merci beaucoup. Bah, écoutez, on va s'arrêter là. Donc, je rappelle que le replay sera mis en ligne dans quelques jours, que les diapos ne sont pas disponibles parce que je vois que plusieurs personnes les ont demandé, mais vous, en revoyant le replay, vous reverrez les diapos. Donc, merci encore, Sarah, pour cette très très belle présentation et qui a couvert tout le champ qui nous intéresse le plus. Et puis, bah, je rappelle pour nos auditeurs, la prochaine conférence aura lieu le 30 janvier, ce sera le professeur Paul Bruno de Tours et qui parlera d'addiction à l'alimentation. Voilà. Merci beaucoup à tous et puis Merci. bonne fin de journée, bon week-end. Au revoir.